Restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. L'OFNAC veut mieux vulgariser la loi sur la protection des lanceurs d'alerte pour l'institution. Il est essentiel que les citoyens comprennent ce qu'est un lanceur d'alerte. L'OFNAC invite les acteurs à s'approprier les mécanismes d'incitation financière par la loi. Deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. Mais avant cela, le maire des Agnam qui promet de prendre la parole dans les prochains jours en visite à Matam Farbengam donne rendez-vous et assure n'avoir pas laissé sa langue derrière les barreaux. Deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. Le comité local de pilotage a été installé. Dakar va abriter la cérémonie. Le ministre de l'économie sociale et solidaire rappelle l'ambition de l'État de faire de l'année 2026 une étape décisive pour l'économie sociale et solidaire. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le Sénégal poursuit ses efforts pour renforcer la lutte contre la fraude et la corruption. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption veut vulgariser la loi relative à la protection des lanceurs d'alerte. C'est pour mieux faire connaître les dispositions de ce texte, les garanties qu'il offre. L'OFNAC veut également que les citoyens aient la culture de la dénonciation. Elisabeth Grastine et Mafalfan. Le Sénégal, premier pays à s'être doté d'une loi spécifique sur la protection des lanceurs d'alerte en Afrique de l'Ouest, entend renforcer la connaissance de ce dispositif juridique. C'est dans cette perspective que l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a tenu à vulgariser cette loi. Il faut également que les gens comprennent qui est lanceur d'alerte. Quels sont les critères et les conditions, les modalités qui sont requises par la loi pour être un lanceur d'alerte. À cela s'ajoute quelles sont les mesures de protection à la disposition du lanceur d'alerte et quelles sont les obligations de l'OFNAC. Une fois que le lanceur d'alerte ait accompli sa mission de porter des informations de corruption ou de pratiques assimilées à l'autorité de sanction, quelles sont les mesures d'ordre juridique mais également d'ordre opérationnel à prendre pour que ce lanceur d'alerte ne puisse pas regretter sa dénonciation. Le président de l'OFNAC est également revenu sur la définition du lanceur d'alerte et les critères qui permettent de le distinguer d'un simple dénonciateur. Oui, conformément aux dispositions de la loi, si vous regardez, il est défini ce qu'on entend par lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, il y a un critère important, un critère déterminant, c'est l'appartenance à une entreprise, à une administration ou à une institution. Donc n'importe qui n'est pas lanceur d'alerte. On est lanceur d'alerte dans son domaine de métier. Et si vous regardez bien la loi, nous, OFNAC, on a l'obligation d'appuyer toutes les administrations, toutes les institutions, mais également toutes les entreprises à mettre en place ce qu'on appelle les mécanismes internes de divulgation et de signalement. Il a par ailleurs évoqué les avantages accordés aux lanceurs d'alerte ainsi que les mécanismes de protection prévus par la loi pour garantir leur sécurité et préserver leurs droits. Un lanceur d'alerte, déjà sur le plan légal, il bénéficie d'une immunité légale. On ne peut pas poursuivre le lanceur d'alerte du seul fait de sa dénonciation, à moins que sa dénonciation vraiment se souscrive dans une dynamique de mauvaise foi ou de délation. Ça vraiment, je pense que c'est des comportements qui étaient déjà répréhensibles à travers ce qu'on appelle la diffamation dans le code pénal. Mais au-delà de ces dérives, le lanceur d'alerte bénéficie d'une batterie de protection. Et cette batterie de protection est prévue par la loi. S'il s'agit d'un employé, il ne peut être licencié. Sur le plan également de son intégrité physique, il ne peut pas faire l'atteinte à son intégrité physique. Depuis l'adoption de cette loi, les signalements ont connu une hausse significative, témoignant d'un intérêt croissant des citoyens pour la dénonciation des actes de fraude et de corruption. Et puis, cet incendie au marché central de Kédougou, plusieurs dégâts matériels ont été notés, des cantines parties en fumée. L'incendie a été causé
par un court-circuit, nous dit-on. Plusieurs commerçants ont perdu quasiment tous leurs biens. Vous voyez sur ces images des cantines qui ont été consumées par les flammes. Les dégâts sont estimés à plusieurs millions de francs CFA. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Depuis 2021, c'est Consortium Sénégal œuvre pour le renforcement de l'écosystème entrepreneurial sénégalais à travers la formation, l'accompagnement et la mise en réseau des porteurs de projets. En partenariat avec les autorités sénégalaises et la coopération coréenne KOICA, l'organisation mise notamment sur l'innovation et les nouvelles technologies, technologies comme levier de développement économique, une démarche dont les résultats seront mis en lumière lors du sommet Key Sénégal AI Startup Summit 2026 prévu le 18 et 19 juin prochain à Dakar. Dans un accent particulier sera mis sur les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle aux startups sénégalaises. Daouda et Kadidjorian pour le compte rendu. Le renforcement de l'écosystème entrepreneurial sénégalais reste au cœur de la mission du KPC Consortium Sénégal. À travers des programmes de formation et d'accompagnement, la structure entend soutenir les jeunes porteurs de projets. Le KPC Consortium œuvre maintenant au Sénégal depuis 2021, donc depuis près de 5 ans, au renforcement de l'écosystème entrepreneurial sénégalais au travers de l'accompagnement d'entrepreneurs, de la capacitation en compétences et la mise en relation avec différents acteurs. Mise en œuvre avec l'appui de l'agence coréenne KOICA et en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le projet vise à faire de l'entrepreneuriat et de l'innovation des leviers de création d'emplois pour les jeunes. Le projet est né de la volonté des deux principales parties prenantes que sont la KOICA pour la partie coréenne et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, donc le MESRI pour la partie sénégalaise, de poser un acte fort pour, comme je le disais tantôt, l'écosystème entrepreneurial sénégalais. Et KPC agit en tant qu'opérateur dans le cadre de ce projet. Dans le but vraiment un plus à l'écosystème entrepreneurial sénégalais et d'aider les jeunes entrepreneurs. Point d'aboutissement de cette initiative, le cas Sénégal AI Startup Summit se tiendra les 18 et 19 juin à Dakar. L'événement va réunir différents acteurs de l'écosystème afin d'explorer les opportunités offertes par l'intelligence artificielle. Le Key Sénégal AI Startup Summit constitue l'événement de clôture de l'action du KPC Consortium au Sénégal. Et dans ce cadre-là, il se veut tourner vers l'avenir avec une orientation appuyée autour de l'intelligence artificielle. Et pour cela, il réunira différents acteurs de l'écosystème, entre autres investisseurs. On a des speakers internationaux, des startups également qui nous viennent de Corée. Au-delà des échanges, les organisateurs ambitionnent de renforcer les liens entre innovation, entrepreneuriat et développement pour faire émerger des solutions adaptées aux défis économiques du Sénégal. Le maire des Agnam promet de sortir de son silence après son élargissement de la prison. Farba Ngom qui a rendu visite au maire de Matam. Selon lui, il n'a pas perdu ou gardé sa langue en prison. Le maire des Agnam promet donc de revenir très fort sur l'espace politique. Amadou Mardia. C'est un accueil particulier que le maire de la ville de Matam, Mamadou Mori Diaw, a réservé à son camarade de parti, Mohamedou Farba Ngom. Depuis sa sortie de prison, le maire des Agnam n'avait pas encore foulé le sol de la capitale régionale. En présence de nombreux responsables politiques, militants et sympathisants de l'Alliance pour la République APR, Mohamedou Farba Ngom a adressé un message de remerciement au peuple du Fouta. Il a également réaffirmé son attachement et sa fidélité à l'ancien président Macky Sall.
Je remercie Dieu le Tout-Puissant et toute la population du Fouta. C'est grâce à Mamadou Mari Diaw, mais aussi grâce au président Macky Sall. Macky Sall est notre mentor politique. C'est grâce à lui qu'on a cette base politique. Sur le plan politique, Farba Ngom a annoncé qu'elle entendait bientôt faire des révélations et engager de nouvelles initiatives qui pourraient marquer l'actualité politique dans les prochains mois. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours, ici même, dans la région de Matam, pour vous parler typiquement de la politique. J'ai beaucoup de choses à dire. Cette visite de Farba Ngom dans la commune de Matam est perçue par certains observateurs comme une rencontre de retrouvailles marquant le début d'une nouvelle dynamique politique dans un contexte caractérisé par des tensions et une recomposition au sein du paysage politique sénégalais. Faire de l'accès à l'électricité une réalité dans les zones rurales. C'est l'objectif de la formation à l'installation et à l'entretien du solaire pour les femmes des îles du Saloum à Toubab Dialaw. Le programme Barefoot compte ainsi assurer de meilleures conditions d'existence dans les villages les plus reculés du Sénégal. Pour permettre à leur communauté d'accéder à l'électricité, 8 femmes venues des îles du Saloum ont été formées pendant 3 mois à l'énergie solaire. Donc ces femmes issues de ces zones-là viennent de conclure 3 mois de formation ici, en notre sein, pour apprendre à être des ingénieurs solaires. Au terme de cette formation donc, qui finit officiellement aujourd'hui, elles vont retourner dans leur village et électrifier chacune des maisons de leur village. Donc vraiment un avancement, une réalisation ô combien importante pour des femmes qui pour la plupart ne sont pas instruites. Ce programme est financé à hauteur de 200 millions de francs CFA par DP World. Cette année, on a jugé utile d'aller voir aussi des populations qui sont vraiment underserved, qui sont reculées et pour lesquelles l'accessibilité à l'électricité n'est pas automatique. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces femmes ont été choisies sur le tas et on a décidé de financer cette formation-là avec notre partenaire Barefoot College, qui est le partenaire d'implémentation, qui a le savoir-faire technique. Et nous, on est venus en financeur de ce projet-là. Les autorités des collectivités des îles du Saloum saluent l'impact positif de ce programme d'électrification. Et là, ce programme va nous permettre non seulement de hisser nos localités des ténèbres, mais aussi permettre d'assurer la sécurité et aussi vraiment de créer des emplois tout autour de ces communes-là. Ces mamans solaires ont été formées à vraiment mettre en place, par exemple, de l'électricité solaire en installation avec un transfert de savoir. Au-delà du solaire, les femmes ont reçu une formation en gestion financière et en transformation de produits locaux. D'autonomisation économique des femmes mise en œuvre dans la commune ou dans les communes de Niassia et de Namport et en Casamance arrive à son terme avec un bilan jugé très positif financé par l'agence basque de coopération à travers ACPP exécuté par USO, Foral et ETDS. Il a permis de renforcer les filières du MAD et de la mangue au profit de plus de 1000 femmes. Réhabilitation de transformation et installation de systèmes solaires mis en place dont mécanisme de crédit revolving figure parmi les principales réalisations. À l'issue d'un atelier de capitalisation, les acteurs du projet se félicitent des acquis enregistrés et des perspectives qu'il offre aux bénéficiaires. Gabriel Raymond Dja, chargé de projet à Usuforal, est ici au micro d'Assanba et d'Alassamba. Il faut rappeler que c'est un projet d'autonomisation des femmes par approche filière. Donc ce projet nous avait été financé par l'agence basque de coopération avec l'intermédiaire de notre partenaire ACPP qui regroupait 2 structures, Usoforal et ETDS, dans le cadre de le développement des filières.
Et pour la commune de Niassia, c'était la filière MAD. Et pour la commune de Namport, la filière mangue. Aujourd'hui, c'est un projet qui tire à sa fin. Et nous avons des sentiments de satisfaction. Pourquoi je le dis? Parce que tous les parties prenantes qui ont été identifiées à la part de l'élaboration du projet ont pris part à la mise en œuvre. Donc, si je dis tous les parties prenantes, les autorités administratives, les autorités locales, les services techniques et tous les partenaires locaux au niveau des deux communes, qui a fait qu'aujourd'hui, au niveau de ces deux communes, les unités de transformation ont été réhabilitées, ont été équipées. Et vraiment, un problème qui sévissait au niveau de l'unité de Namport, notamment l'électricité. C'est une unité qui se trouve à Djibonker où vraiment l'électricité n'est pas encore distribuée, mais avec la stratégie que nous avons mise en place, notamment la mise en place de systèmes solaires, permet aujourd'hui aux femmes vraiment d'être autonomes en matière d'électricité. Et puis, je le disais, en titre, la deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire est prévue au mois de juillet à Dakar. Donc, le comité local de pilotage a été officiellement installé. Le ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire a saisi cette occasion pour rappeler l'ambition du Sénégal de faire de 2026 une étape décisive pour l'économie sociale et solidaire. Voici les explications d'Adun John. Il est au micro de Babacar Seck. Nous ne doutons pas de la capacité de l'économie sociale et solidaire à résorber le taux de chômage, mais surtout à promouvoir l'inclusion et la lutte contre la pauvreté. Car comme vous le savez, l'essentiel de l'économie, ici au Sénégal par exemple, est une économie informelle. Et à ce niveau, on constate qu'il n'y a pas une optimisation dans le processus de création de richesses et de viabilisation de la création des biens et services. C'est à ce niveau que, en mettant en place un mécanisme de structuration, d'animation et d'accompagnement économique à travers les coopératives productives solidaires, il est évident qu'on va toucher le maximum de jeunes à travers la mutualisation. Dans chaque coopérative, l'État a décidé de mettre en place un fonds de mutualisation, qui est un fonds en matière de ressources financières, mais également en matière d'appui matériel. Comme vous avez pu le constater, nous le faisons un peu partout au Sénégal. Alors, ça, à mon avis, c'est extrêmement important, parce que c'est à ce niveau, en accompagnant le système de production, mais surtout en mettant en place un dispositif efficace d'écoulement. C'est la raison pour laquelle on a lancé les boutiques de l'économie sociale solidaire, qu'on appelle les boutisols. Ces boutiques maintenant vont permettre aux acteurs de faire face à ce problème d'improductivité, mais également de découlement. Ansoumana John, président de l'Association sénégalaise pour le soutien et l'assistance aux malades mentaux, va être élevé au rang de docteur honoris causa par l'IARPA. Ce sera donc à Bangui le 15 et 16 octobre, donc sous le parrainage d'ailleurs du président centrafricain. 25 ans, donc après le début de son combat pour cette couche de la société, cette consécration, place le Sénégal à l'honneur. Ansoumana John qui a profité de cette occasion pour donner son parcours en exemple pour la nouvelle génération. Il invite d'ailleurs les jeunes à la résilience, mais également à l'entrepreneuriat et à éviter toute forme de dérive. Ansoumana John est au micro de Sékou Diallo. Il ne s'agit pas de descendre dans les rues, d'affronter les bombes lacrymogènes. Non. Dans un pays, il faudrait que la jeunesse puisse comprendre qu'il faut endurer à travers les écrits. Il faut lutter en essayant de convaincre son prochain. L'autorité, comme l'avait si bien fait notre guide Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick, le prophète Mohammed, le prophète Jésus, ils ont prôné par leurs écrits. La violence n'est pas la solution. La violence n'a jamais été la solution pour faire développer un pays. Pour faire développer un pays, il faudrait que l'on se pardonne, que l'on s'écoute mutuellement, que l'on essaye
de faire en sorte que l'idée puisse être comprise. Donc aujourd'hui, c'est ce que je dis. Moi, Ansoumana Dione, pendant 10 ans, le centre Ansoumana Dione nous a été confisqué. Mais à travers mes écrits, à travers les plateaux de radio et de télévision, le président Macky Sall et son gouvernement avaient finalement compris et nous a restitué la structure. Aujourd'hui, ils sont très nombreux, les malades mentaux, qui ont retrouvé leur faculté mentale. Et c'est grâce à notre accompagnement, c'est grâce à l'assistance de l'ASAM. Et aujourd'hui, ils ont rejoint leur famille qui, je le dis bien, ne nous remercieront jamais assez. Une nouvelle polémique secoue le monde de la lutte sénégalaise. Reug au centre de toutes les critiques. L'affaire relance d'ailleurs le débat sur certaines pratiques qui sont dans l'arène. Certains citoyens condamnent cet acte, notamment l'utilisation d'animaux à des fins mystiques. Ces derniers invitent les lutteurs à privilégier les entraînements au profit des pratiques mystiques. C'est un reportage que nous propose Absa Diokhane Barasso. L'affaire Reug continue de faire réagir. Certains citoyens, amateurs de lutte, condamnent l'utilisation des chats vivants dans les pratiques mystiques. Selon lui, rien ne peut justifier qu'un tel traitement soit infligé à des animaux. Je pense que les lutteurs doivent faire attention. Ils doivent savoir que c'est Dieu qui donne la victoire. Pensez également à ces animaux, à ces pauvres animaux. Imagine leur moment, dans quel état d'esprit elle sera quand elle va s'apercevoir que ces petits ne sont plus là. Même son de cloche chez Mamor Kairé, qui juge ces pratiques inexplicables. Selon lui, le lutteur doit assumer ses responsabilités. Il condamne fermement ces actes. Je pense que c'est un mauvais acte. On l'avait même interdit. Je pense qu'au temps d'Alioune Sarr, Reug ne devait pas faire cela. Ce n'est vraiment pas beau à voir. Qu'il ne vient pas pour dire que la fédération m'a sanctionné. Il l'aura cherché. De son côté, Ibrahima Ndiaye déplore également cette situation. Il rappelle que les lutteurs peuvent exercer dans l'arène sans recourir exclusivement aux mystiques. Ce n'est pas ces genres de pratiques qui donnent la victoire. Rappelez-vous, Manga 2 avait fait la même chose, mais il n'avait pas fini par avoir la victoire. Modulo, si l'on se souvient également, était venu dans un combat où il n'avait rien mis. Et pourtant, il a pris le dessus sur Ama Baldé. Les lutteurs doivent savoir que ce sont les entraînements qui donnent la victoire. Sport, ligue, am sérénité ci li ngay def, entraînement, sérieux moy tax nit di dan. Au-delà des réactions qu'elle suscite, cette affaire relance chez plusieurs citoyens le débat sur la place de certaines pratiques mystiques dans la lutte sénégalaise. Pour rappel, Reug a été suspendu pour 6 mois, dont 3 mois fermes. L'Atlantique Karaté Club de Mbour a organisé la 7e édition du tournoi régional de karaté, regroupant au moins 169 participants. Une compétition marquée par une bonne organisation au niveau satisfaisant, mais aussi par l'absence remarquée des autorités municipales, départementales, mais aussi des parents. Le président, donc, le directeur technique du dojo Atlantique Club lance son cri de cœur. Selon lui, le karaté doit être soutenu. L'initiateur du tournoi régional de karaté, ceinture noire, 3e dan et entraîneur de 2e degré, s'est dit satisfait du déroulement de la compétition. Toutefois, il a, une fois de plus, déploré l'indifférence des autorités communales et départementales. Un sentiment de non-satisfaction parce que les autorités de la ville de Mbour ne suivent pas ce que les gens font. C'est la 7e année. Au moins sur les 7, j'ai écrit 6 fois ou 5 fois à la mairie et au conseil peut-être départemental. Mais si j'ai eu une réponse, c'est une seule fois avec le conseil départemental qui a fait un soutien. Mais sinon, aucune autorité de la ville ne participe à ce que nous faisons.
Les parents aussi sont pointés du doigt pour leur faible implication dans l'accompagnement des jeunes pratiquants. Même nos propres parents de l'Atlantique, on ne les voit pas au tournoi. Il arrive que les enfants de l'Atlantique montent et les parents ne sont pas là. Donc vous voyez ce que ça fait exactement. Maintenant, les difficultés, ça ne nous décourage pas, on va continuer. Et la grande difficulté, tu formes des éléments, ils sont très bien, au bout d'1 an, 2 ans, ils disparaissent. Les parents ne téléphonent même pas, ne viennent pas te voir. À cause de cette léthargie des parents, ces élèves ne participent à aucune compétition, faute de soutien. Il faut le dire, mes élèves ne combattent qu'une seule fois dans l'année. C'est le tournoi que j'organise. Ils ne vont pas à Joal, ils ne vont pas à Thiès, ils ne vont pas à Dakar, ils ne vont à aucun tournoi. Vous vous rendez compte par rapport aux jeunes de Joal, de Nguyen, qui à chaque fois qu'il y a une compétition nationale ou régionale, ils sont présents. Donc ça fait la différence. C'est pourquoi toutes les coupes pratiquement vont entre Nguyen et Joal. Le préfet du département, qui a rehaussé de sa présence cette compétition, a encouragé les jeunes à pratiquer les arts martiaux, soulignant qu'ils constituent un moyen efficace d'acquérir des qualités physiques ainsi que des vertus cardinales comme la discipline, le courage et le respect. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition. Bien sûr, votre rendez-vous, l'invité de la rédaction qui reçoit ce soir Marc Kamfundi, président de l'amicale des anciens élèves de l'école François Ntap de Tiden de Ziguinchor. Nous allons parler de l'éducation à l'élémentaire, de l'enseignement de façon générale. À tout de suite.